Bien quoi tout le monde, c'était la punch. Bon, après ma vidéo sur le vol MH370, j'ai décidé de me concentrer sur une nouvelle affaire mystérieuse, l'affaire du col de Dyatlov, qui a eu lieu en 1959. Petit avertissement, il y a certaines photos qui peuvent être choquantes. On va commencer par un petit rappel des faits. En 1959, 10 étudiants russes se lancent dans une randonnée en ski de fond dans les montagnes au nord de l'Oural, en plein milieu de l'URSS. Le groupe mené par Igor Dyatlov se compose de 8 hommes et 2 femmes. Pour la plupart, c'est des étudiants ou des diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Je vais vous présenter les 10 membres du groupe. Alors, c'est des noms russes, donc il y a 3 trucs, ça fait 50 000 caractères. Par exemple, le premier, Igor Dyatlov, en fait, son vrai nom, c'est Igor Alexeyevich Dyatlov. C'est-à-dire Igor, fils d'Alexandre Dyatlov. Donc voilà, je vous passe à chaque fois le fils de. J'insulte personne, vous énervez pas. Donc Igor Dyatlov, 23 ans au moment des faits, étudiant très brillant, leader du groupe, très sportif et amoureux d'une autre membre du groupe. Zinaïda Golmogorova, 22 ans au moment des faits, étudiante aussi en radio-ingénierie, et qui elle est habituée aux randonnées en ski. Elle a même déjà été mordue par une vipère lors d'une précédente randonnée. Deuxième fille du groupe, Lyudmila Dubinina, 21 ans au moment des faits, qui est étudiante aussi en radio-ingénierie, qui est habituée aux randonnées en ski. Elle a même reçu une balle lors d'une précédente randonnée par un autre touriste qui nettoyait son fusil à côté d'elle. Et elle est aussi la photographe du groupe, elle prend beaucoup de photos, c'est pour ça qu'on a beaucoup de clichés de cette excursion. Alexandre Kolevatov, 24 ans au moment des faits, qui est un étudiant en physique. Il a même déjà travaillé à Moscou dans un institut très secret. Il a aussi travaillé dans la construction de métaux pour l'industrie nucléaire. Rustem Slobodin, 23 ans au moment des faits, qui est lui très athlétique, qui est déjà diplômé, qui est habitué aux randonnées de l'extrême. En 1958, soit un an plus tôt, il a participé à un trek de 300 km avec son père au cœur du 5e relief du monde. Yuri Doroshenko, 21 ans au moment des faits, c'est le plus grand du groupe, mais aussi le plus pauvre. Il est issu d'une famille très pauvre. Il est très réservé, toujours prêt à aider les autres. Et il a eu une relation avec Zinaya Golmogorova, et ils entretiennent encore des bonnes relations. Gorgi Krivonichenko, dit Yuri, 24 ans au moment des faits, vient d'être diplômé de l'Institut. Ses parents sont des personnes très influentes. Et en 1957, il a travaillé dans une installation secrète nucléaire. Nikolai Thibault-Brignol, 23 ans au moment des faits, est le fils d'un communiste français exécuté pendant la guerre. Il est lui-même né dans un camp de concentration. Il est le comique du groupe, toujours plein d'humour, attentionné. Alexandre Zolotarev, le membre le plus vieux du groupe, il a 38 ans au moment des faits. Il a survécu à la Grande Guerre patriotique de 41 à 46, alors qu'il n'y avait que 3% de chance de survie à ce moment-là. Il a une vie très bizarre, il a survécu à la Grande Guerre. Il a été au Parti communiste juste après, il a été ingénieur militaire par la suite, il a été guide touristique. Enfin voilà, il a fait plein de trucs bizarres, il a traversé le pays. Et en plus de ça, il a des tatouages partout sur le corps, voilà, qui sont particulièrement intrigants. Et enfin, Yuri Yudin, 21 ans au moment des faits, qui lui est tombé malade pendant la randonnée, il a dû rebrousser chemin et rentrer chez lui. Le groupe se réunit le 25 janvier 1959 dans la ville d'Ivdel, puis commence l'excursion le 27 janvier 1959 depuis l'avant-poste de Vijay. L'expédition a pour but de rejoindre l'Otterten. L'Otterten, ça veut dire n'allez pas là-bas, en Manzi, la tribu locale. Le chemin emprunté par les randonneurs, plus de 100 km, est à ce moment-là de l'année, en plein hiver, considéré comme une des randonnées les plus dures, catégorie 3. Mais tout le groupe est très expérimenté dans ce style de randonnée, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Le 28 janvier, soit un jour après le début de l'expédition, Yuri Yudin tombe malade, il décide donc de rebrousser chemin et de rentrer chez lui. Le groupe est donc constitué maintenant que de 9 personnes. Le 31 janvier, les randonneurs atteignent une région de haute terre et se préparent à la montée. Alors là, ils laissent leur vivre, le surplus, voilà, pour pas être trop lourd pendant la montée. À ce moment-là, il faisait quand même moins 17 degrés la journée et moins 27 degrés la nuit. Donc voilà, c'est quand même des conditions très rudes. Le 1er février, ils attaquent la montée, mais en raison des conditions climatiques, ils s'égarent vers l'ouest en direction du mont Kholat-Syal. Bon, voilà, je sais pas si je prononce très bien, ça veut dire montagne morte. En se rendant compte de leur erreur, ils décident de camper sur le flanc de la montagne. Dyatlov, avant le début de l'excursion, s'était mis d'accord avec son club sportif pour envoyer un télégramme à son retour, au plus tard le 12 février. Malgré un retard de quelques jours, il n'y a pas eu de réaction parce qu'à cette époque, les délais étaient fréquents. Ce n'est que le 20 février, soit 8 jours après, que les familles décident de demander au président de l'institut d'envoyer des recherches, parce que c'était très bizarre qu'ils soient pas revenus alors que c'était tous des personnes très expérimentées. Le président a constitué un groupe avec des professeurs et des étudiants pour aller à la recherche. L'armée et la police rejoindront plus tard ce premier groupe, avec eux des hélicoptères, des avions, des moyens, voilà, énormes. Le 26 février, l'équipe de secours trouve le campement abandonné. La tente est endommagée, elle a été coupée de l'intérieur, on voit qu'il y a des entailles qui ont été faites en haut, il y a tout leur équipement qui jonche le sol. C'est très bizarre, mais pas de traces des campeurs. On voit juste des traces de pas qui partent vers la lisière du bois en contrebas. Mais la plupart des traces de pas sont effacées parce que la neige elle arrête pas de tomber, on est en plein hiver. À la lisière de ce bois, les enquêteurs trouvent, à l'abri d'un grand cèdre, des restes d'un feu de camp.
Et là, ils tombent sur deux corps. Le corps de Krivonichenko et de Dorochenko. Ces deux premiers corps sont sans chaussures. Ils ont beaucoup de vêtements manquants. On voit qu'ils ont essayé de se réchauffer à la lisière du bois, mais c'est bizarre parce que eux qui sont expérimentés, ils auraient dû essayer d'aller à l'intérieur du bois quand on veut se réchauffer, éviter les tempêtes. Entre la lisière de ce bois et le camp abandonné, les enquêteurs retrouvent trois autres corps, le corps de Djatlov, de Kolmogorova et de Slobodin. Il semble, d'après la position de leur corps, qu'ils essayaient de retourner vers le camp. Ils sont retrouvés sur une ligne droite quasiment parfaite. Donc là, les enquêteurs, ils arrivent sur place, ils retrouvent 5 corps, mais ils se disent alors, ils sont où les 4 autres? Ils cherchent, aucune trace des 4 autres. Il y a des traces de pieds nus, de bottes tout autour du camp, mais aucune trace d'animaux, de sang, de griffures, rien. Il y a juste des traces des randonneurs. La recherche des 4 autres corps va encore durer 2 mois. C'est le 4 mai 1959 que les enquêteurs vont retrouver sous 4 mètres de neige les 4 derniers randonneurs, Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol, Zolotarev. Les corps sont retrouvés dans un ravin, dans une vallée, près d'un ruisseau, et plus à l'intérieur du bois. Ils sont plus habillés que les autres corps qui ont été retrouvés. Cependant, ils présentent de graves blessures, dignes d'accidents de la route. Il y a même Lyudmila Dubinina qui est retrouvée avec la langue coupée. Donc là, les 9 corps ont été retrouvés, et les enquêteurs se lancent dans l'enquête. Grâce à l'appareil photo et aux journaux qui ont été retrouvés sur le site, une première enquête est ouverte le lendemain de la découverte des 5 premiers corps. Le médecin légiste ne trouve aucune autre raison que l'hypothermie à leur mort. Slobodin présente une petite fêlure au niveau du crâne qui pourrait être due à un objet contondant, et lui et Djatlov ont des signes de lutte au niveau de leurs mains. Donc le médecin conclut à une hypothermie pour les 5 premiers corps retrouvés. Cependant, les 4 autres corps retrouvés sont plus suspects. Thibaut Brignol, il présente une fracture de la tête. Dubinina et Zolotarev, des fractures au niveau des côtes. Et Dubinina, elle a la langue arrachée. Mais il n'y a aucune blessure externe. Comme s'ils avaient été soumis à une forte pression. Le corps de Dubinina, c'est le corps où il y a le plus de traumatisme. C'est là où il y a le plus de côtes cassées. Elle a la langue arrachée, elle a le crâne fracturé. L'autopsie révèle que sa langue a été arrachée alors qu'elle était vivante. Parce qu'il y a du sang coagulé dans son estomac, donc ça veut dire que son cœur battait encore quand sa langue a été coupée ou arrachée. Elle a ses yeux qui sont manquants et une partie de ses lèvres, mais c'est normal parce qu'ils ont été retrouvés dans un ruisseau, donc ça, c'est un état de décomposition très avancé. Ce qui ressort de ces examens, c'est que ces 4 victimes sont mortes très violemment. Les premières autopsies ont eu lieu du 4 mars au 8 mars 1959. Pour Dorochenko, tous les signes d'hypothermie, la cage thoracique légèrement foncée. Krivonichenko, tous les signes d'hypothermie, petite hémorragie du crâne, mais bon, résultat, hypothermie. Djatlov, tous les signes d'hypothermie, il a des signes de lutte au niveau de ses poings, comme s'il s'était battu, résultat d'autopsie, hypothermie. Slobodin, on a retrouvé sa montre pendant l'autopsie, elle a été bloquée à 8h45, donc lui pareil, tous les signes d'hypothermie, et en plus des signes de lutte, il a la lèvre enflée, il a les poings comme Djatlov, voilà, comme s'il avait essayé de se battre. Il a même une trace d'objet contondant au niveau du crâne, et résultat d'autopsie, hypothermie. Kolmogorova, pareil, enflure des méninges, tous les signes d'hypothermie. Donc ça, c'est pour les 5 premières victimes. Là, on attaque les 4 qui ont été retrouvés 2 mois après. Kolevatov, il a le cou légèrement déformé, mais il a tous les signes d'hypothermie. Zolotarev, il a 5 côtes brisées, il a une plaie ouverte sur le côté droit. Donc là, résultat de l'autopsie, c'est accident très violent, comme un accident de voiture. Thibaut Brignol, on lui a retrouvé 2 montres. Une qui indiquait 8h14 et une autre qui indiquait 8h39. Il a de multiples fractures au crâne, mais il a tous les signes d'hypothermie, donc résultat de l'autopsie, hypothermie, même si la violence n'est pas à exclure dans son cas. La chute accidentelle est quand même exclue parce qu'il a des fractures trop massives pour une chute. Lyudmila, alors elle a les côtes fracturées des 2 côtés, elle a la langue manquante, les yeux manquants. Donc les yeux, ça peut s'expliquer par la décomposition qui a été retrouvée dans un ruisseau. Elle a des dents manquantes. Elle a une hémorragie au niveau de l'oreillette du cœur droit. Rapport d'autopsie, hémorragie. Le médecin légiste a déclaré que les blessures mortelles sur 3 des corps ne peuvent pas être faites par un autre humain car elles sont trop massives. Les journalistes présents lors de l'enquête, en 1959, évoquent les différentes parties de l'enquête rendues publiques. Donc premièrement, 6 des personnes du groupe sont mortes d'hypothermie et 3 autres d'une violence. Deuxièmement, il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait d'autres personnes que eux. Troisièmement, la tente a été déchirée de l'intérieur. Donc qu'est-ce qui a poussé des randonneurs très expérimentés comme eux à s'échapper comme ça en plein milieu de la nuit, en plein milieu d'une tempête? Voilà, c'est très bizarre. Les victimes sont mortes 6 à 8 heures après leur dernier repas. Le docteur légiste déclare que les blessures mortelles ne peuvent pas être causées par d'autres humains. Et dernièrement, il y a un haut niveau de radiation sur certains vêtements. En mai 1959, l'enquête est close, les autorités arrivent à la conclusion que les membres du groupe sont morts d'une force irrésistible inconnue. Voilà le rapport d'enquête officiel.
Donc depuis mai 1959, plein d'hypothèses sont étudiées, plus de 75 au total. Le 31 janvier 2019, soit 60 ans après l'affaire, les enquêteurs russes réouvrent l'enquête en se concentrant sur 3 hypothèses météorologiques. Le procureur général de Russie, Alexandre Kourenoï, indique que le crime est exclu, même s'il existe une preuve indirecte. Un nouvel examen des lieux doit se dérouler en mars 2019, ainsi qu'un nouvel examen des corps. Certains disent que des détails ont été oubliés volontairement par les enquêteurs, parce que l'enquête a été close très rapidement. Les enquêteurs ont classifié un certain nombre d'indices et de preuves. Ces preuves ont été déclassifiées dans les années 90. De plus, la zone a été interdite d'accès pendant 3 ans juste après l'affaire. Donc avec tout ce flou autour de l'enquête, les documents classifiés, tout ça, il y a eu plus de 75 théories développées. Il y en a beaucoup qui ont été écartées très rapidement. Je vais vous donner les principales théories développées. Alors je précise bien que ce sont des hypothèses, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Voilà, vous mettez dans les commentaires les hypothèses qui, selon vous, sont les plus probables. La première hypothèse envisagée, mais qui a été très vite mise de côté, est l'hypothèse d'un animal sauvage. Aucune trace de sang, de griffures, de pas d'animaux. Donc voilà, c'est une hypothèse très peu probable. Il y a l'hypothèse des prisonniers, parce que c'est une terre de goulag. Il y aurait eu des prisonniers qui seraient échappés, qui vivraient dans ces montagnes et qui auraient attaqué de nuit le groupe. Mais bon, pareil, c'est très peu probable, parce qu'il n'y a pas de traces d'autres pas que les randonneurs. Pas de traces de lutte, pas de traces de sang, de tout ça, donc très peu probable. Pour les prisonniers, ce qui est louche aussi, c'est qu'il y a un vêtement qui a été découvert qui n'appartenait pas au groupe. Il y a l'hypothèse de la coulée de neige, de l'avalanche. Cette coulée de neige aurait frappé le groupe en plein milieu de la nuit, qui se serait échappé de la tente, qui aurait essayé de trouver refuge dans les bois. Un des randonneurs serait monté dans un pin et serait tombé, ce qui peut expliquer des fractures. Les plus habillés auraient tenté de rejoindre la tente pour récupérer des vivres. Cette hypothèse est peu probable parce qu'il n'y a aucune trace de coulée de neige, la tente n'est pas retournée, c'est des randonneurs très expérimentés. Ils avaient choisi un flanc de montagne où ils savaient qu'il n'y avait aucun risque d'avalanche. Et enfin, les traces de pas sont ordonnées, il n'y a aucune trace de course. Et quand il y a une avalanche qui vous poursuit, je peux vous dire, vous courez. Il y avait la piste aussi de la tribu Manzi, c'est une tribu pacifiste. Ils auraient pris des trucs, là il n'y avait rien qui a été volé. La piste de l'armée russe qui aurait fait des essais, qui auraient mal tourné dans cette zone-là, aussi a été classifiée très vite. La zone a été interdite d'accès. Yudin, le seul survivant, aurait eu accès à des dossiers confidentiels militaires qui prouvent que l'armée a été sur place 20 jours avant la découverte des corps, le 6 février. Il n'y a aucune autre trace de pas que les traces des randonneurs. Il n'y a pas de signe d'explosion. Donc voilà, c'est une hypothèse qui est aussi très peu probable. Il y a la piste des agents du KGB, des services secrets russes. Un auteur de livre a lancé la rumeur comme quoi 3 des membres du groupe auraient été des agents du KGB. Ces 3 agents avaient pour mission de découvrir une cellule d'agents de la CIA. Cette hypothèse est très répandue parce que ça pourrait expliquer la radioactivité retrouvée sur certains membres du groupe. Il y a une caméra qui a été volée, il y a un vêtement inconnu, il y a 2 piolets qui ont été retrouvés alors que le groupe en possédait qu'un seul. Il y a le profil de Zolotaryov qui est très louche. Krivinchenko a travaillé dans une usine nucléaire. L'objectif de ces agents secrets aurait été de livrer des produits radioactifs à des membres de la CIA pour les découvrir afin de les éliminer. La réunion aurait lieu le 1er février. C'est pour ça qu'il y aurait des traces de bagarre. Aucune trace de pas parce qu'ils seraient venus en hélicoptère. Ils auraient fait monter les gens à bord avant de les jeter depuis l'hélicoptère. Certains se seraient fait frapper après leur mort, ce qui expliquerait les fractures mais pas d'hématomes apparents. C'est l'hypothèse la plus répandue, l'hypothèse des espions, des agents secrets et tout ça. L'hypothèse de l'hypothermie, qui pourrait expliquer la folie qui leur a fait enlever leurs vêtements, qui pourrait expliquer qu'il y a des signes de bagarre, parce que l'hypothermie, ça peut rendre certaines personnes très agressives. Ils ont essayé d'allumer un feu à la lisière du bois, mais c'est des randonneurs expérimentés, alors ils savent qu'il faut allumer un feu à l'intérieur du bois, que c'est mieux pour eux. Enfin voilà, il y a plein de choses très bizarres, pareil, ils seraient pas partis en laissant tout leur matériel là. Il y a l'hypothèse de l'incendie, le poêle aurait pris feu dans la tente, ce qui les aurait forcés à partir très rapidement. La tente, il n'y a aucune trace de feu à l'intérieur, donc c'est une hypothèse qui tombe à l'eau. On revient sur le profil de Zolotaryov, qui est un profil très suspect, parce que d'après sa famille, il n'est pas rentré chez lui après la Grande Guerre. Il n'avait pas de tatouage. Le visage, lors de l'autopsie, était tellement déformé qu'il n'y avait pas d'authentification formelle. Et peu de temps avant le départ, il aurait dit « Beaucoup de personnes vont se souvenir de cette expédition », sans expliquer pourquoi. Il y a une exhumation récente et un test ADN fait sur le corps qui a été enterré. Le crâne correspond bien à la photo de l'affaire Dyatlov, mais le test ADN n'est pas concluant. En fait, l'idée, ce serait que Zolotaryov, il est mort pendant la guerre et que quelqu'un a pris son identité, s'est fait passer pour lui toutes ces années, quelqu'un de très louche pour faire ça, et donc c'est pour ça qu'en fait, le test ADN ne correspondrait pas. C'est-à-dire que la personne qui est morte ne serait pas Zolotaryov. Il y a l'hypothèse d'un Yeti. Alors là, c'est une hypothèse un peu farfelue d'après moi, mais bon, on sait jamais. Donc le Yeti, tout le monde sait ce que c'est, je vais pas faire un dessin. Une photo de Ludmila qui a été prise qui représente une
très grande forme, un peu mystérieuse qui pourrait s'apparenter au Yeti. Ce cliché a été examiné, il est authentique. On pourrait penser à un Yeti en la voyant. Franchement, moi quand je l'ai vu, je me suis quand même posé la question. Et en plus, elle l'aurait écrit dans son journal. Ça y est, nous savons que l'homme des neiges existe. Donc cette information a été démontée. En plus, si un Yeti avait attaqué le groupe de randonneurs, les randonneurs, ils auraient des traces de griffures, de morsures, il y aurait du sang, il y aurait des traces de pas du Yeti. Là, il n'y a rien du tout. Donc c'est très peu probable. Alors comme toujours dans ces affaires, il y a l'hypothèse des ovnis, des extraterrestres. Donc il y a la dernière photo prise par Ludmilla qui montre un point lumineux dans le ciel qui pourrait s'apparenter à un ovni. Un autre groupe de randonneurs qui se trouve à 50 km du groupe de Dyatlov a dit avoir vu des sphères oranges dans le ciel au moment de la disparition du groupe. Plusieurs témoins dans la région indiquent aussi avoir vu des sphères oranges dans le ciel. Le truc qui est bizarre autour de ces sphères, c'est que dès que l'enquêteur principal apprend pour les sphères et qu'il en parle à ses supérieurs, l'enquête est fermée. Ces sphères oranges sont potentiellement des essais de tir de missiles ou d'envoi d'objets dans l'espace, par l'armée russe. D'après les témoignages, ça ressemble vraiment à un tir de missile. À l'époque, les personnes ne savaient pas à quoi ça pouvait ressembler. Et enfin, l'hypothèse des infrasons. On attend les nouvelles recherches des enquêteurs russes, mais pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable. En fait, les infrasons ont été causés par des vents très violents pendant une tempête, des sifflements très aigus qui auraient fait perdre la tête complètement aux randonneurs, ce qui les aurait poussés à avoir des comportements très bizarres. Le mont où j'étais installé avait une topographie très favorable à ces infrasons. Un vent de plus de 100 km/h peut produire des infrasons de 135 décibels, ce qui est insupportable à l'oreille. Pour moi, les deux hypothèses les plus probables, c'est l'hypothèse des infrasons et l'hypothèse du KGB. Parce qu'il y a quand même un profil très louche en Zolotaryov. En 1967, un auteur qui a travaillé des années sur cette affaire a été censuré plus de 4 fois. Et il est mort en 1980 dans un accident de voiture très louche. Et tous ces documents ont disparu. Au début des années 2000, un groupe de 9 randonneurs a effectué la même randonnée dans les mêmes conditions et ils ont réussi sans aucun souci. Le 27 avril 2013, le seul survivant, Yudin, décède. Le vice-président du club de tourisme de Sverdlovsk indique que pour faire peur à ce groupe de randonneurs, il fallait un groupe au moins équivalent en nombre à eux et qu'en plus la présence de Zolotaryov était très louche. Il y a beaucoup de questions qui restent quand même en suspens encore autour de cette enquête. On attend les nouvelles recherches qui vont avoir lieu en mars 2019 pour voir s'il y a des nouveautés. Donc voilà, cette affaire reste à ce jour très mystérieuse. Il y a eu beaucoup d'hypothèses évoquées, certaines plus probables que d'autres. On verra bien ce que dit l'enquête. Pour moi, les deux hypothèses les plus probables, c'est les infrasons et les agents du KGB, et surtout Zolotaryov, qui est une personne suspecte pour moi dans cette affaire. On est 60 ans après, il n'y a toujours pas d'avancée. C'est ouf. Et en plus, ça se passe en Russie, un pays où on sait, il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires mystérieuses. Donc voilà, ça rajoute en plus à ce mystère. La seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que ce groupe de 9 randonneurs très expérimentés a eu peur de quelqu'un ou de quelque chose, au point qu'ils sont partis dans une panique et qu'ils sont tous morts d'hypothermie dans le froid. Voilà. Toutes les hypothèses, pour moi, il n'y en a que deux, je vous l'ai déjà dit, qui sont vraiment fortement probables. Et encore, si je devais mettre de l'argent dessus, j'en mettrais pas beaucoup. Je vous invite tous à aller voir la vidéo du Révélateur X qui a fait une vidéo en 2 parties énormissime sur le sujet. On apprend tout, il y a des détails dans tous les sens. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est hyper stylée. J'espère que j'ai été clair, j'espère que c'est pas parti un peu dans tous les sens. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou certaines choses où je me suis trompé, surtout dans la prononciation des noms, des prénoms, pareil, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vous laisse donc sur ce mystère inexpliqué et inexplicable. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao!